Bon, moi, c'est avec du recul. Si j'ai bien appris un truc, c'est que de toute façon, les gens ont souvent peur du fameux retour sur investissement. Ils voient que le coût, mais pas le bénéfice, les gains. Et donc, quand on dit à quelqu'un, dépense, il faudrait que tu mettes ne serait-ce que 100 € par jour en acquisition. Ah, mais du coup, ça va me faire 3000 € par mois. Oui, mais non, en fait. Si t'es bon, ça va te générer 30 000 € de chiffre d'affaires. Si t'es bon, tu fais un ROAS de 10. Et donc, en fait, c'est que du bénéfice, en fait. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblant, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Salut à tous, un petit message avant cet épisode que vous allez écouter. Vous le savez peut-être déjà ou allez le découvrir en creusant le sujet, mais KikiKix a été placé en liquidation judiciaire quelques semaines après l'enregistrement de cet épisode. Mais effectivement, depuis la publication de l'épisode, la news est tombée. Alors, dans cet épisode, on se consacre aux outils, aux méthodes, aux leviers d'acquisition de la première année de KikiKix, qui est, vous le découvrirez, incroyable, qui s'applique évidemment, qui peut s'appliquer à d'autres secteurs. On n'aborde pas le sujet de la renta. Or, vous le savez, il est essentiel de toujours suivre sa renta et son BFR quand on lance un projet, quand on est entrepreneur. Voilà. Donc, je tenais à faire cette petite clarification. L'épisode est incroyablement riche et le reste, petite mise en garde, petit bémol sur le fait que, effectivement, 4 ans plus tard, puisque c'est dans sa 4e ou 5e année que KikiKix était lors de la liquidation judiciaire, qui vient de tomber, la société ne va plus aussi bien qu'on peut le croire en écoutant cet épisode. Il est, comme je le dis, quand même incroyablement riche. Écoutez-le, prenez des notes. Et n'hésitez pas à venir m'en parler sur LinkedIn si vous le souhaitez. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai le grand plaisir de recevoir Charles Gauguelin. Gauguelin. Salut Charles, ça va ? Salut, ça va très bien et toi ? Ça va bien, ça va mieux maintenant que j'ai prononcé correctement ton nom. Charles Gauguelin, qui est le directeur du digital, le directeur web de KikiKix, qui est un site de revente de sneakers neufs en édition limitée. Exactement. Plus facile à dire mon nom ou le nom KikiKix ? Charles, c'était parfait. Un immense coucou et un grand merci à Alexandre Alex, qui est le cofondateur avec ses frères de Pandati et de Baba Nutrition, tu me le rappelais. Et oui. Qui est passé dans le panier, qui est un mec très sympa que j'invite régulièrement à revenir pour un catch-up, mais qui pour l'instant me préfère pas venir. Mais Alex, si tu nous entends, tu sais que la place est chaude, le micro est allumé, tu viens quand tu veux. Et oui. Il m'a dit, je crois que c'était au one-to-one à Monaco en mars, il m'a dit t'as jamais reçu KikiKix, mais tu devrais les recevoir. Les mecs sont des ouf. Ils ont fait une croissance de dingue, notamment avec leur directeur web ou digital qui est Charles et qui a fait des chiffres de fou que je vais vous donner dans un instant et on y reviendra, ce sera un peu le sujet de cet épisode. Mais en gros, la société se lance, elle galère un petit peu, elle arrive au bout de 6-7 mois à 30 000 euros de CA par mois. Et puis Baptiste, qui est l'un des cofondateurs, t'appelle, que tu le connaissais, en disant écoute, j'ai besoin d'aide, Charles, aide-moi. Le mois suivant, vous faites 400, le mois d'après, vous faites 800, le mois d'après, vous faites 1,2 million, et à la fin de la première année, enfin, de cette période après laquelle t'es arrivé, vous avez fait 25 millions. C'est ça, 25 millions de chiffre d'affaires. Voilà, j'ai vu les chiffres, ça paraît incroyable, mais sauf si t'as truqué Shopify, je les ai vus de mes yeux vus. Et on va creuser le sujet. J'aimerais savoir comment. Alors, la situation quand tu es
arrivé et puis ce que tu as mis en place pour faire cette croissance, qui est juste incroyable. Donc ça fait partie des sujets qu'on va aborder. Tu vas me raconter aussi ce que c'est KikiKix. On va commencer par ça et on va faire un bref historique. Tu vas me raconter comment tu as utilisé de l'influence très tôt, très rapidement, sur plein de leviers, YouTube, TikTok, Snack, pour accélérer, comment tu as utilisé l'email, le SMS dans ta croissance, et puis aussi un développement qui a été hyper rapide. T'es arrivé en Presta, ensuite t'es passé dans la boîte en tant qu'employé, puis t'as monté une équipe de jusqu'à 25 personnes. C'est ça. On va parler aussi un peu recrutement et management. Mais bienvenue, Charles. Eh ben merci de m'accueillir. Il faut que tu parles un tout petit peu plus près du micro et ce sera parfait. Et KikiKix, donc site de revente de sneakers neufs en édition limitée. Raconte-moi un peu ce que vous faites. Et bah c'est ça, toute l'année tu as des sneakers qui sortent en édition limitée, donc que ça soit Nike, New Balance, Adidas. Et donc ça c'est en retail, tu peux les acheter chez Nike. Par exemple, Nike sort la paire à 130 €. Dans les 15 minutes, elle est sold out puisqu'elle est en édition limitée. Et si toi tu la voulais et que tu l'as pas eu, tu es obligé de la racheter sur des marketplaces. Ça peut être Vinted, ça peut être Le Bon Coin. Le problème c'est qu'il y a énormément de contrefaçons. Et donc arrive KikiKix qui te permet d'acheter cette paire-là et de te garantir en fait l'authenticité tout simplement. Donc on reçoit les paires, on les authentifie et on te l'envoie directement chez toi. Donc vous achetez les paires et vous les stockez. On achète, on stocke et on envoie. Vous n'êtes pas une place de marché. On n'est pas une place de marché. Vous êtes un revendeur. C'est ça. KikiKix, KikiKickz.com, KikiKix.com, ça a été un enjeu ce nom? KikiKix, l'histoire, Kylian, un des cofondateurs, son surnom c'est Kiki. Donc Kylian, pour la petite histoire, c'est vraiment le fanat de sneakers depuis tout petit, une collection énorme de sneakers, connu, j'ai envie de dire à l'international pour sa collection. Kiki c'est son surnom et Kix pour les sneakers, c'était un mot qu'on employait, les kicks. Donc KikiKix, voilà l'histoire du prénom et du nom de cette marque, puisqu'on se considère comme marque. Il a été question à un moment de le changer ou pas? KikiKix, c'est pas évident. Quand tu vas aller séduire le grand public, et aujourd'hui vous faites toujours entre 20 et 30 millions de CA, je crois. C'est ça. Pour aller séduire le grand public. Alors en même temps, tu veux pas forcément séduire le grand public, mais t'es une cible particulière. Mais bon, bref, ça peut être un frein. Ça peut être un frein, notamment sur l'écriture. KikiKix, moi, je suis obligé de me positionner sur sur Google Ads dans des types d'écriture farfelus. Je pense qu'il y a plus de gens qui se trompent que l'inverse. Donc un peu compliqué quand on a fait la refonte de la charte graphique il y a 2 ans et notamment du logo. On s'est posé la question et on a cherché des noms, on en a trouvé. C'était pas vraiment parlant et puis il y avait tout un problème aussi de SEO. Parce que c'est quelque chose qu'on a attaqué très très tôt. C'était vraiment un truc qu'il fallait que je fasse, le SEO. Il y a une requête sur laquelle tu es vraiment un tueur et je vais te trouver tout de suite. Globalement, en fait, on est des tueurs partout, puisque non, mais en toute humilité, on se tire la bourre dans les top 3 positions sur. Quel type de mots-clés je suis sur Google? Je sais pas, Air Jordan 4, Air Jordan 1. Après, ça va être des mots-clés spécifiques, une paire en particulier. Voilà. On retrouve les usual suspects du domaine, mais With The New, vous avez déjà entendu ici. StockX, qui est un gros américain, mais qui est une marketplace, si je dis pas de bêtises. Marketplace, oui. Et vous êtes avant les marques. On est avant Nike, on est avant New Balance, on est avant Courir, qui sont des retailers. Donc tu disais, le SEO, c'était important assez tôt. Très important, et comme on a eu cette croissance qui était assez folle, on a tout de suite été sous les projecteurs, et donc du coup malheureusement ça veut dire que beaucoup de médias parlent de toi au nom KikiKix, et donc demain si tu t'appelles superchaussures.com, le problème c'est que tu perds pas mal au niveau du référencement. Ouais. Donc c'est un peu la peur qu'on a eue. On n'a pas voulu prendre on n'a pas voulu changer, et puis aujourd'hui c'est encore moins de raison de changer. Ouais, exactement. Au final, voilà, c'est compliqué à dire, ça s'écorche, mais du coup ça rentre dans la tête des gens qui nous rencontrent. C'est KikiKix, Kiki, et voilà, les gens se souviennent de nous. Tu dis Kix, je pense, moi j'ai comme tout le monde,
Je sais pas, comme tout le monde, mais j'ai été fan de basket il y a longtemps. Il y a un super reportage. Il y en a certainement plein d'autres qui existent depuis, mais il y a un super reportage quand j'étais gamin. Je suis vieux. Hein. Sorti en 2005. Il était narré par Mathieu Kassovitz, qui s'appelle Just for Kicks. Ça se trouve sur les internets. Là, je l'ai tapé dans Google. Ça se trouve sur Dailymotion, je crois qu'il est en entier, par exemple. Mais Just for Kicks en 2005, qui était à l'époque un super reportage. C'est ouf, ça fait 20 ans. Le monde a changé depuis. Ouais, le monde a changé. Les gens sont de plus en plus fans de sneakers. Aujourd'hui, on l'a vu, tu peux mettre un costard cravate avec des sneakers, même dans un mariage. En fait, ça s'est démocratisé et c'est ça qui a vraiment changé. Là où avant, c'était vraiment très basket, comme tu l'as dit. Streetwear, maintenant. Très street, peu de collections. Et aujourd'hui, c'est tout le monde veut ça dans la cour de récré, au travail. C'est la sneakers. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. On a sorti un livre avec Flammarion qui s'appelle Sneakers Obsession. C'était l'année dernière. Et il y a la réédition qui est sortie avant-hier. On a été best-seller sur ce livre. Excellent. Rupture de stock. Et il va ressortir Fnac, Flammarion, librairie, etc. Donc c'est un des... l'avantage de ce livre, c'est qu'il est accessible. En général, un livre de sneakers, c'est autour de 70 €. Là, on s'est positionné à 19,90 €, donc c'est vraiment entrée de gamme. Et pourtant, c'est un beau bouquin, très complet sur l'histoire de la sneakers. On parle pas forcément de nous, ça c'est important, on parle de tout le monde, même des concurrents. Des interviews. Grosse couverture orange avec du bleu pour Sneakers Obsession, vous le trouvez sur la Fnac, Flammarion, Amazon. Écrit par Kiki Kicks. Pourquoi vous avez fait ça ? Eh bien, pourquoi on a fait ça 18,90, 19,90 à la Fnac. Ça fait partie aussi de la stratégie de grosse. Il faut être partout. Si demain on peut faire un... Donc tu l'as sorti il y a un an ? C'était il y a un an. Ouais. En pratique, temps de préparation, coût ? Un an pour l'écrire. Donc vous y travaillez depuis 2 ans. C'est ça. C'est sorti il y a un an. C'est ça. Vous l'avez fait vous en interne, tu l'as fait faire ? C'est Alex Powell qui est chez nous interne, qui est journaliste chez nous, et donc qui l'a écrit. T'as un journaliste en interne ? On a un journaliste en interne, on peut l'appeler ça un journaliste, d'autres diront un rédacteur. Rédacteur, journaliste, Alexandre Powell. Ok. Big up. Qui a mis 1 an à écrire ce livre. C'est ça. Il savait écrire des livres ? Il savait écrire des livres, en tout cas il a une très belle plume et voilà. Mais c'est pas, ça s'improvise pas. La mise en page, la mise en forme du rythme, enfin tu vois, il y a. Ah bah c'est sûr que c'est compliqué, c'est pour ça que ça met 1 an, c'est très très long. Ok. Mais on est très fiers, franchement c'est une pépite et allez le voir et achetez-le. Comment t'écris Powell ? P-A-W Powell E-L-S. Ok. Powell. Et alors les résultats ? Super. Bon, non mais beaucoup de ventes, du bruit, des articles, du PR. C'est quoi ? Comment ça se mesure Beaucoup de ventes. Il a été numéro 1 des ventes Amazon en livres. Il a été, il me semble, côté Fnac, best-seller dans les librairies. Très vite, rupture de stock. Il a été mis en vente quelques semaines seulement, donc à Noël dernier. Et puis après, donc il n'y en avait plus. Et donc là, nouvelle édition, notamment mis à jour avec certaines choses, des mises à jour. Ok, compris. Pour elle. Ça commence en janvier 2020 cette aventure. Ça commence en janvier 2020, donc 4 cofondateurs, Adrien, Kylian, Alexander et Baptiste, dans la chambre de chez Adrien, Trocadéro. Donc, Alexander, pardon, le Powell ou un autre ? Non, un autre. Alexander okay. Douglas. Ouais. Okay. Donc ça commence, 4 amis, dont un qui est fan de sneakers, Kylian, et d'autres qui sont plus fans de business, on va dire ça comme ça. Il faut rejoindre les deux ensemble, et donc ils sortent un premier site, From Scratch, qui est un peu différent parce qu'ils appellent ça Kiki Kicks Club. L'idée c'est de dire tu payes un abonnement et avec cet abonnement là tu as le droit justement à ces éditions limitées avant tout le monde avec des prix réduits, voilà, un premier concept qui est un club. Ça c'était le premier concept et tout de suite ils l'ont ouvert, pas parce que c'est pas avec ça que tu fais des fortunes.
Donc pour pouvoir l'offrir à tout le monde. Baptiste m'appelle 6 mois plus tard, me dit Charles, on a un super concept, on sait qu'il y a quelque chose à faire, mais on n'arrive pas à vendre. Et moi à cette époque j'ai une agence 360 où justement j'aide les marques à développer leurs réseaux sociaux, faire des shootings photos vidéo, faire un beau site internet qui fonctionne et faire surtout des ads pour augmenter le chiffre d'affaires. J'ai accompagné notamment des marques que tu as reçues comme Flotte, mais des marques de bijoux aussi, Baume, Ikita, des marques de vêtements, des marques de sacs. Et donc il m'appelle, je lui dis écoute, moi il y a pas de souci, je veux bien faire l'acquisition chez toi. Donc j'essaye, une semaine. Avant j'étais consultant UX, donc je lui dis mais quand même ton site internet là, ça risque d'être un peu bancal pour moi, mais je vais essayer. Je te garantis rien, mais je vais essayer. Eux ils ont lancé il y a 7 mois plus tôt, sur donc c'est un développement sur mesure, c'est ça? Ouais, c'est ça, from scratch. Qui a fait le dev? Je sais même pas. À l'époque, je sais pas, c'est des potes à eux. Okay. Je vois qu'Alexandre a fait le wagon, c'est pas lui avec ses petites Non, non, pas du tout, mais ça doit être via des potes du wagon, en effet. Okay. Il s'était formé sur ça. Mais pas de CMS, même pas un PrestaShop, même pas un WordPress, on aurait pu croire au pire. Très bien, WordPress. Au pire. Mais donc voilà. Et donc moi, j'essaye une semaine et je lui dis non, mais les gars, là, ça va pas. Moi, je peux pas faire de chiffre d'affaires avec votre site internet, c'est pas possible. Temps de chargement, UX, ça va pas. Et je leur dis, écoutez, moi, je suis Shopify partner à cette époque. J'avais déjà fait des dizaines de sites Shopify, donc assez précurseur d'ailleurs là-dessus, puisque personne connaissait. Enfin, vraiment, c'est pas que personne connaissait parce que c'était il y a 4-5 ans, mais c'était très vu dropshipping. C'était l'époque un peu, il n'y a pas beaucoup de grosses marques qui étaient dessus, si ce n'est des Gymshark, mais qui ont quand même des backgrounds assez dropshipping, en fait, on va le dire. Du coup, voilà, moi, j'étais vraiment sur cet aspect-là. Tu sais qu'ils ont encore cette réputation chez certains, alors que tu as des boîtes comme vous, With The New on en a parlé, mais il y en a d'autres, tu vois, Eden Park, qui vont faire des dizaines, des centaines de millions sur la plateforme. Tu as des boîtes qui drop du Magento ou du Salesforce pour y passer. Enfin, ça a été créé avant Magento, Shopify. Ouais, non, mais c'est vrai que dans l'histoire, c'est ça. Mais on associe ça pendant très longtemps à le CMS que ton petit frère peut mettre en place en 2 jours pour vendre des sneakers. Ce que tu fais. Et exactement, parce que à ce moment-là, pardon. Oui. Shopify, je le connais du bout des doigts. Pour moi, c'est en un jour, tu peux faire un site internet complet, livraison, paiement, ce que tu veux. Sur un thème existant. Sur un thème existant que tu peux modifier assez facilement avec les apps de Shopify, avec un peu de code, voilà. Donc je fais un site, Alexander qui se mord les doigts, qui me dit oh non, je viens de mettre 50 000 € dans un site from scratch. Attends. Ça fait des mois que je parle. Oui. Pardon, je t'ai coupé la parole, excuse-moi. Non, vas-y. Mais justement, Baptiste, Adrien, Alexander et Kylian, ils sont tout jeunes à ce moment-là. Enfin, j'ai vu qu'Alexander, il était diplômé en 2018, on est en 2023, c'était 2 ans avant le lancement. Enfin, c'était quoi leur budget comment ils ont levé des sous avant ou ils ont... Pas du tout. Il y a Baptiste, pour l'histoire, pendant le Covid, avait sorti une marque de masques. En fait, il avait un ami à lui qui avait une usine de tissus à Madagascar qui était à l'arrêt. Et donc, ils se sont dit, quitte à être à l'arrêt, autant faire des masques lavables. Oui. Et donc, ils ont fait ça pour le B2B. Donc, notamment... Donc, en parle de KikiKix. Non, c'était avant. Tu me dis qu'ils ont commencé en janvier 2020. Ouais, là c'était 2019 pour le Covid. Le Covid c'était 2020. Ouais, mais vraiment le. Alors ça a commencé en 2019 en Asie, mais ok. Bon, on part un peu avant. Un peu avant, ouais, c'était ça. Et donc, dans les dates, en gros, et donc un peu de trésorerie pour lancer l'affaire quand même. Donc un peu de trésor pour lancer l'affaire, ce qui leur permet d'investir sur un dev de ce site. Et là, tu lui dis, je veux bien vous aider, mais je vais pas y arriver, il faut passer sur Shopify. Et Baptiste te dit, putain, je sais plus qui. C'est Alexander qui me dit, putain, je viens de passer 6 mois à faire une refonte from scratch, ça m'a coûté un bras. T'as intérêt à pas te tromper, entre guillemets. Je lui dis, t'inquiète pas, je connais Shopify, t'es pas le premier que je vais aider là-dedans. Let's go, fais-moi confiance. Et au pire, on peut faire machine arrière. Mais j'étais confiant, ça, il n'y avait pas de sujet.
Et donc on passe sur Shopify, on lance le site internet et là ça se débloque, vraiment c'est instant avec l'acquisition plus Shopify. On fait dès le premier mois presque 400 000 euros de chiffre d'affaires. Donc on passe vraiment d'un 30 000 à un 400 000 en un mois. Alors on arrive dans une bonne période puisqu'on arrive en novembre entre guillemets, avec Black Friday qui arrive, Noël qui arrive. Donc c'est quand même le gros du e-commerce pour n'importe qui. C'est là où tu fais le plus de chiffre d'affaires. Donc entre guillemets c'est la bonne période. C'est la bonne période pour se lancer. Tu peux me raconter ce mois ? Ouais, c'est un mois. Alors, on va faire un focus sur ce mois, puis ensuite sur les 12 qu'on suivi, parce que tu es passé de 30 à 400 en un mois, et de 30 000 à 400 000 en un mois, et de 30 000 à 25 millions en somme sur l'année. Donc, je sais pas combien vous avez fait le 12e mois, mais on devait être entre 1 million et 1,5 million, quoi. Ouais, même plus, parce que on va dire si on part de novembre 2022. Ouais, c'est ça. 21, pardon. Bah, pour la petite histoire, notre premier Black Friday, on a fait, il me semble, 600 000 euros en une journée, donc ça te donne un ordre de grandeur. Un ordre de grandeur. Ce premier mois-là, donc tu fais un constat que je vais pas y arriver avec ce que vous avez mis en place. Il me faut Shopify. Donc première étape, Shopify, que tu connais sur le bout des doigts, tu l'as déjà fait sur pas mal de marques. C'est ça. Première étape, c'est Shopify, et juste avant, l'étape d'avant qui est quand même de l'acquisition, c'est Facebook. Tu commences, tu lances, je sais pas si c'était Meta à l'époque, je crois pas, mais tu lances Facebook, Instagram. Déjà, c'est l'étape 1, c'est de faire des pubs. Avant même d'avoir le nouveau site ? Avant même d'avoir le nouveau site. Mais pourquoi ? C'est que c'est un peu de l'argent dépensé pour rien, non ? Puisque le site, il performe pas. Bah, il fallait que je m'en assure, entre guillemets. Donc, j'ai fait ça pendant 2 semaines. Hein. C'était vraiment... quand les pubs, quand tu gères les pubs et que tu sais à peu près... Il n'y a pas besoin de... Les gens qui vont te dire qu'il y a une période d'adaptation de 2 mois pour essayer de trouver ta cible, je sais pas quoi, l'audience. Bon, ça, c'est un peu faux parce que quand t'es bon, que ce soit Meta, TikTok, Snapchat, au bout d'une semaine grand max, t'as ton fil, tu sais si ça marche ou pas. Tu sais si une créa marche, tu sais si ton site y convertit. T'as pas besoin de 2 mois de recul pour ça. Donc 2 semaines de recul, ça marche pas. Shopify, ça fonctionne. Donc ça, c'est la première étape, c'est de savoir si ton site fonctionne. Et en effet, il fonctionnait. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Et donc après, la deuxième... Tu le fais toi-même, le Shopify ? Je le fais moi-même, le Shopify, ouais. Parce que de toute façon, j'étais habitué à le faire puisque je le faisais dans mon agence qu'on avait montée, on faisait ça. C'était moi qui m'occupais. Mais t'avais pas des devs qui... Non. Tu le fais toi-même. Tu fais le setup sans dev. Sans dev. Thème existant. Thème existant. À l'époque, c'était le thème Motion pour les connaisseurs. Et tu fais une migration de fiches produits, tu fais... Enfin, tu vois... Même pas, parce que c'était from scratch leur truc. Donc c'était vraiment... C'était plus galère de faire une migration que de le retaper à la main ? Ouais, c'était plus une migraine qu'une migration, ouais. De faire ça. Non, c'était vraiment... autant repartir à zéro. Combien de produits à l'époque ? À l'époque, 400 produits environ. Ok. Donc tu te retapes les 400 produits à la main pour les rentrer les 400 produits à la main, exactement. Pour les rentrer dans Shopify. Ça va plutôt vite, hein. En 2 jours, si tu t'y mets acharné, t'y arrives. Vous êtes mis à plusieurs ? On s'y est mis à plusieurs. Ok. Non, mais surtout que si t'es un peu malin, tu peux faire des imports à partir de CSV, de certaines choses. Enfin, tu remplis ton Excel quelque part, tu fais un CSV, tu l'importes. C'est ça. Et Shopify à l'époque était justement assez bon là-dessus parce qu'ils ont très, très vite mis un outil clé en main qui te permet d'importer ton PrestaShop vers Shopify, ton Magento, des choses comme ça. Tu testes la pub pendant une semaine, tu te rends compte que la pub peut marcher mais que le site ne marche pas. Donc en gros, tu amènes du trafic, tu as des pubs qui performent mais qui ne transforment pas sur le site. Donc tu dis il faut mettre Shopify, tu fais un Shopify à la va-vite mais suffisant pour en tout cas marcher. Ouais, va-vite, il est resté comme ça pendant 1 an sans toucher. Hein. Ok. Ouais, un site, c'est assez classique, surtout à cette époque. Je veux dire, une bannière, une fiche produit. Bon, il n'y avait pas besoin de faire comme aujourd'hui avec beaucoup d'éléments de réassurance, des stories, des choses comme ça pour pousser le truc, quoi. Donc nouveau site, une fois que le site est en place, tu relances l'acquise. Là on est en octobre hein, dans ces ouais, on est en octobre, novembre, donc on avait... Il faut se dépêcher quoi, il y a Noël qui arrive, enfin il y a Noël... un marathon d'1 mois de fêtes commerciales quoi. Exactement, avec en plus les soldes d'hiver qui arrivent juste après. Donc le site tourne, moi maintenant je peux me mettre sur mon domaine qui est vraiment l'acquisition. Donc on est sur Meta. Juste pardon, avant d'avancer sur ces sujets, t'as quoi comme budget ? Qu'est-ce qu'on te fixe comme... Parce que là, pour l'instant, t'es prestataire. Hein. À ce moment-là, t'es prestataire. À cette époque, je suis toujours prestataire. Les budgets, c'était, si je me rappelle bien, entre 200 et 500 euros par jour. Donc, c'est quand même des budgets qui sont agréables. Faut
c'est pas 10 € par jour. C'est pas non plus délirant. Voilà. Non, mais ça te fait 10K par mois. Ça te fait 10K par mois quand même. Ouais, pour générer 404 ventes. Pour générer 404 ventes, toi, ce qui t'importe, c'est de voir ton ROAS ou ton CPA. Donc, de toute façon, tant que ça suit, tu scales, quoi, j'ai envie de dire. J'ai fait une note avant de te lancer sur ces différents canaux, mais j'ai fait une note tout à l'heure quand on prépare l'entretien. Tu l'as dit, hein, mais je le redis, vous êtes un reseller. Donc, ton coût d'acc produit, c'est en général le prix public. Au minimum. Au minimum. Parce que ça peut être aussi celui que le gars qui a acheté avant tout le monde ses éditions limitées vous revend pour lui-même faire sa com. Donc, tu as une double... Exactement. Ouais. Ok. Donc, tu as un budget, ton site il marche, tu peux te lancer. Tu commences par Meta. Je commence par Meta, ce qui est assez classique à l'époque. On va pas aller chercher du TikTok et du Snapchat si on n'a pas commencé par Meta. C'est un peu la base. Je commence par Meta, mais tout de suite, du coup, je sais que ça marche, donc il faut y aller. Tout de suite après, j'enchaîne sur Google, qui est beaucoup plus chaud, bas de funnel. Quelqu'un qui tape le nom du modèle, il veut l'acheter, donc là, il faut être présent. Donc tout de suite, je me lance dans du Google Shopping. Donc ça, pareil, ça performe instantanément, entre guillemets, puisqu'on est très compétitif. Kylian, qui est lui cofondateur, a un gros réseau dans la sneakers, parce que faut le rappeler à cette époque-là, si t'as pas de réseau, tu peux pas te lancer dans ce modèle de resell. Puisque tu as quand même Quand tu dis réseau, tu parles de réseau d'acquisition de produits ou de réseau d'acquisition de produits. Ok. De réseau d'acquisition de produits. T'as beau avoir de l'argent, ce que tu veux, si t'as pas le petit réseau de revente de sneakers, à cette époque, je dis ça comme si c'était il y a 10 ans, c'était il y a que 3 ans, mais il y avait quand même un réseau, c'était pas aussi banal de faire du resell. Aujourd'hui, ça le devient un peu plus, tout le monde peut faire du resell. T'as des plateformes pour revendre tes paires directement. D'ailleurs, tous les sites de resell mettent en place ce genre de plateforme. Donc, c'est assez classique. À cette époque-là, moins. C'est quand même le réseau. T'embauches en interne des acheteurs qui, eux aussi, ont un réseau. Tu vas en boutique. T'as un réseau en boutique qui, eux aussi, te mettent de côté des paires, par exemple. Donc, voilà. Donc, ça nous permet d'être très compétitifs comparé à notre seul concurrent, en gros, qu'on avait à l'époque sur le marché qui était With The New, qui, eux, étaient déjà là depuis 2 ans, puisqu'ils ont un peu plus de 5 ans, et nous on fête nos 3 ans le 17 octobre, donc bientôt, donc ils ont une longueur d'avance, mais nous on sait que là où on est bon, c'est le réseau, et c'est là-dessus on va pouvoir être compétitif, et donc tout de suite je me lance sur Google Shopping, on performe, et là faut y aller, donc on suit, TikTok commence à être en plein boom, il faut qu'on aille sur TikTok, et ce qui est bien, c'est qu'on se dit, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on embauche quelqu'un qui cartonne déjà sur TikTok, et c'est elle qui va nous développer notre TikTok. Et ça, c'est quelque chose qui nous a fortement aidé. Et d'ailleurs, je remercie Louise Drago, donc c'est notre toute première alternante, qui en fait est TikTokeuse. Donc à l'époque, Louise Drago est la première TikTokeuse de France. Globalement, il y a 3 ans, elle avait déjà 1 million d'abonnés. C'était énorme. Voilà. Donc toutes les marques la veulent. Et nous, elle fait une école de management et de luxe. Elle cherche une alternance. On la connaît, Adrien la connaît. On l'embauche. Et ça nous a vraiment... Elle cartonne aujourd'hui sur l'influence. Elle en vit même elle bien. En vit même très bien. Très bien. C'est Louise RGTT. Oui. Sur TikTok, si vous voulez voir, elle a 2 millions de followers aujourd'hui. Exactement. Et donc Louise, on l'embauche, et ça nous fait que très rapidement sur TikTok... C'est un coup de bol quand même d'arriver à embaucher une alternante, c'est ça ? Alternante, oui. Elle avait déjà 1 million de fans sur... C'est ça, mais en fait c'est un coup de bol, mais aujourd'hui, premier point d'acquisition, si je peux donner des conseils... on est là pour ça, donc donne-en plein. Et exactement, et on est là pour ça, donc si vous m'écoutez, c'est le truc à faire, c'est TikTok, c'est quand même des codes. Snapchat aussi, Instagram aussi, mais d'autant plus TikTok, et qui sont très Gen Z. Moi, j'ai 31 ans, j'ai l'impression d'être un boomer quand j'arrive dessus. Bon, voilà, t'es ridicule quand tu fais un truc, mais eux, ils sont très à l'aise. Je pense que la règle numéro 1, c'est de prendre quelqu'un de la Gen Z, et d'autant plus qu'il y a beaucoup de gens qui ont des abonnés sur TikTok. C'est assez facile d'avoir des abonnés sur TikTok. Et du coup, par exemple, là, depuis 2 semaines, on a Warren et Maëlys qui nous ont rejoints, en alternance aussi, qui sont des amis de Louise, un peu plus jeunes, et qui eux aussi sont TikTokers.
Ils ont, il me semble, 600 000 abonnés chacun sur TikTok. Et ils ont les codes. Donc eux, ils sont chez nous. Et tout de suite, ils développent le truc, quoi. C'est facile de gagner des abonnés. Ils savent ce que c'est les trends. Ils foutent pas la honte, entre guillemets, alors que moi, je l'aurais foutu. Voilà. Je rigole. Ils savent de quoi ils parlent. Et ce qui fait que très rapidement, voilà, actuellement sur TikTok, on est à 750 000 abonnés. On fait partie des je dirais, j'ai pas le calcul, donc je vais lancer ça. Mais je pense qu'on fait partie des top 10 des marques françaises sur TikTok. Donc voilà, 750 000 abonnés sur TikTok, c'est de l'acquisition. Tu montes des paires tous les jours dessus, tu fais des unboxings, tu fais des live shopping. Ça déjà, c'est gratuit, j'ai envie de te dire. C'est le coût d'un alternant. Ça aurait pu être le coût d'un CDI. Hein. On peut embaucher aussi des TikTokers. C'est le premier conseil que je peux demander, c'est d'avoir quelqu'un de balèze sur TikTok. Ouais, c'est assez évident comme conseil, mais en fait, c'est bien d'enfoncer des portes ouvertes parfois. Si vous avez le choix, embauchez plutôt donc le collaborateur, l'alternant, le stagiaire, qui a une grosse communauté qui s'approuve, qui a priori connaît bien la plateforme. Ils te le font sentir dans la négociation d'ailleurs ou pas? Comment il s'appelle? Actuellement, c'est Warren et Maëlys. Warren et Maëlys. Salut Warren, salut Maëlys. Est-ce que vous avez bien négocié, Warren ou Maëlys? Très servant. Ils ont ce qui est-ce alors que vous avez mis dans la balance eux, la balance, c'est que du coup c'est des stars, hein, et du coup ils font beaucoup de partenariats, de shooting, ils ont toujours des événements et tout ça, donc si on les a 3 jours par semaine, on est très content parce que du coup forcément ils sont à gauche à droite aux événements, mais c'est aussi ça. C'est ça le prix que tu payes. C'est ça le prix qu'on paye, mais on leur demande pas. En fait, on en revient à la même chose aujourd'hui. Est-ce qu'on compte les heures ou est-ce qu'on compte la performance? Est-ce que quelqu'un est bon de 9h à 17 ou est-ce qu'il faut qu'il soit bon de 9h à minuit? Enfin, c'est toujours ça la question. Ce qui compte, c'est le résultat. Et Warren, Maëlys, comme Louise à l'époque et d'autres sont très performants. Ils sont très performants sur TikTok, mais aussi sur Snapchat. Et Snapchat, on était l'une des premières marques aussi quand Snapchat a sorti il y a 1 an à peine le public profile. Donc c'est le fait qu'une entreprise puisse avoir un compte sur Snapchat. Et du coup, on est à 850 000 abonnés à peu près sur Snap. Voilà. Donc faites confiance et recruter la Gen Z, c'est vraiment un enjeu pour tous ces canaux. Donc très rapidement, on se lance sur ça. Attends, on les reprend quand même juste dans l'ordre. Hein. Donc Meta, parce que c'est une évidence, c'est un passage obligé. Là-dessus, tu avais déjà testé des campagnes avant le nouveau site. On est d'accord? Donc tu sais qu'elles performent, tu as juste à les réactiver. C'est ça. Une fois que le nouveau site est lancé, tu les as peut-être même pas désactivés d'ailleurs. Donc ça c'est ok, premier point. Deuxième point, Amazon Shopping pour aller toucher de l'intentionnel. Le mec qui cherche Air Jordan 6 rétro machin, il va les trouver. Ok, il a envie d'acheter, donc autant qu'il arrive chez toi. TikTok, grâce à Louise Rago. Mm-hmm. Louise Rago, que tu prends en alternance, ça se recrute pas du jour au lendemain d'ailleurs. Tu l'as trouvé rapidement? Ouais, c'était rapide. Enfin, ça s'est fait, c'est la vie, quoi. Ça s'est fait comme ça. Ouais. Tant mieux. Snap, TikTok et Snap t'apportent de la vente? Parce que ça fait de la visibilité, ça fait du like, ça fait de la vue, mais ça fait de la vente? Ça fait de la vente. De toute façon, indirectement, ça te fait de la notoriété. Donc, de toute façon, ça te fait de la vente. Gratuitement, parce qu'en plus tu ne payes pas, c'est pas des ads. Enfin, alors on le fait aussi. Oui, mais tu fais pas d'influence comme tu fais pas d'influence en fait. Non, à cette époque, on fait pas forcément d'influence, donc vraiment à prendre des influenceurs qui vont parler de toi sur leur compte, ça on le fait pas encore, parce que ça a un coût, l'influence. Surtout à cette époque, c'est vraiment le boom de l'influence. Ça l'est aujourd'hui, mais beaucoup plus maîtrisé. On sait qu'il y a beaucoup d'arnaques dans l'influence, et donc du coup aujourd'hui il y a des outils, iPoditor, tout ça qui te permettent vraiment de savoir si
si un influenceur est bon, quelle est sa cible, quel est son audimat. Et donc du coup aujourd'hui t'as des outils, mais à l'époque ça se fait assez au feeling, quoi. C'est genre je vais prendre Nabila ou des choses comme ça. Et il y a eu d'ailleurs toutes ces problématiques là à Dubaï notamment, de tous ces influenceurs voleurs entre guillemets, qui à cette époque, parce qu'on en revient sur l'époque du dropshipping, te vendent tout et n'importe quoi. Hype Auditor, HYPE, Auditor, AUDITOR.com. Voilà, pour l'exemple que tu as cité. Voilà, Hype Auditor, nous, ça nous permet, puisque aujourd'hui on fait de l'influence, enfin très rapidement on en a fait après, et Hype Auditor nous permet de mesurer l'efficacité d'un influenceur. Et... Ok. Non, pardon, je tout simplement. Okay. Non, tout simplement. Donc TikTok et Snap t'apportent de la notoriété, tu es capable d'y rattacher des ventes à cette époque? Enfin, là je suis toujours en train d'essayer de creuser le 30 à 400 ou 30 à 1 million sur les 3 premiers mois, 1,2 million. On est capable parce que grâce à Google Analytics, tu sais d'où proviennent les gens, donc tu arrives quand même à maîtriser, t'as pas forcément toute cette chaîne de cookies et de transformation, de tracking qui te permet d'avoir à juste titre les ventes. Tu sais pas si elles sont... c'est son décisionnaire, passeur, enfin voilà, t'es pas certaine que ça soit TikTok, mais en tout cas tu sais que ça te ramène beaucoup de trafic et tu sais que forcément avec un taux de transformation ça te ramène des conversions. Ok, notoriété, conversion. Insta, Google Shopping, TikTok, Snapchat. Ouais. Et Snapchat, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on l'a lancé, il y avait pas beaucoup de marques qui étaient là-dessus. Et Snapchat, ce qui nous a séduit, c'est... Alors déjà, l'équipe Snap est vraiment très humaine. Donc ça, c'est vraiment... Il faut le dire parce que à la différence d'un Meta où c'est vraiment une grosse compagnie, où tu vois, c'est vraiment... t'es un petit, quoi. Là-bas, c'est vraiment de l'humain. T'es accompagné, tu les rencontres, ça devient limite des potes. Et TikTok aussi est plus à cette échelle. Et Snapchat te propose vraiment de t'aider, de t'accompagner. Et Snapchat, ce qu'on a fait et ce qui nous a fait pas mal connaître, c'est notamment les lens. Donc Snapchat, c'est connu pour ça, de base, c'est vraiment tout ce qui est filtre, donc de transformer sa tête en chaton. Ça, c'est la puissance de Snapchat. Et à cette époque, on lance avec eux, donc parce qu'ils ont un studio de réalité augmentée, on lance les premiers try-on de sneakers. Donc tu ouvres Snapchat et t'essayes, tu vises tes yep et t'as ta sneakers qui apparaît. C'est plutôt très bien fait même, et ça nous a généré énormément de trafic et de notoriété aussi. On a eu plus de 5 millions en France d'utilisation de cette lens, donc ce qui est énorme. Et donc yep, c'est les pieds, hein. Ouais, les yep, mes chers amis boomers, c'est du verlan, voilà. Ça doit plus dire, hein, mais en tout cas, si la Gen Z nous écoute, ça doit plus dire, ça c'est sûr. Mais voilà, donc tu pointes tes pieds et donc t'as les sneakers qui apparaissent. Ça, c'est quand même un truc qui est canon. C'est très bien fait. Et tout de suite derrière, tu as toutes les grandes marques de luxe qui ont suivi, les Dior, etc. Nous-mêmes, on l'a fait pour Kellogg's et c'était assez fun. Ouais. Trésor. Il fallait attraper des trésors qui tombaient du... Ouais. C'était assez drôle. En termes de réseaux sociaux, hein, je reviens, mais donc pardon. Meta, ensuite Google Shopping, Google et Google Shopping, TikTok, Snap. Tu fais ça dans les 2-3 premiers mois. Le premier mois. Non, en moins de 6 mois, t'as tout mis en place. Juste, on fait un bond en avant, on reviendra en arrière, mais un bond en avant. Aujourd'hui, on est en octobre 2023. Ouais. C'est quoi ton mix réseaux sociaux et leur impact sur la contribution des ventes? Ouais, ce qui fait le plus de ventes, c'est Google, c'est la conversion. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un qui est chaud, quelqu'un qui tape le nom du modèle, il le veut. Donc maintenant, à toi d'être meilleur que les autres au niveau du prix. Donc forcément, ça va impacter puisque les gens comparent. Forcément, surtout avec Google Shopping. Aujourd'hui, tu as une vue directe de tes 5 produits. On vend la même chose que le concurrent, donc il faut être au meilleur prix. Mais c'est celui qui le convertit le plus en soi. Et après, tu as Meta qui est quand même très puissant et notamment en termes de visibilité. Tout le monde est sur Instagram, on va le dire. Pas tout le monde est sur TikTok, même si
il s'en y approche fortement. TikTok, c'est énorme. C'est quand même pas la même chose. C'est pas non plus les mêmes formats, c'est pas non plus les mêmes codes. Sur TikTok, c'est très vidéo, c'est très immersif, c'est très brut. Sur Instagram, c'est beaucoup plus léché. Tu peux faire des flyers, tu peux mettre un post fixe tu peux mettre une photo, là où tu peux pas le faire sur TikTok, donc c'est pas les mêmes codes. Donc c'est plus simple de lancer une une publicité sur Instagram et sur Facebook que sur TikTok. C'est pas du tout les mêmes codes. Ça demande de la vidéo, ça demande. C'est marrant que tu dises que c'est plus simple parce que tu peux lancer une image fixe. Oui, mais voilà. Dans l'absolu, on s'attend moins. Enfin, moi, les pubs sur TikTok, je trouve qu'elles dénotent complètement parce que c'est du Balenciaga qui a payé sa pub 50 000 balles pour son shooting. Alors que je suis certain qu'une pub faite maison, comme le ferait TT2 Zelta, non mais peu importe. Warren, pardon. presque. Comme le ferait Warren. Je ne connais pas Warren. C'est vachement facile à mettre en place. Exactement, mais il faut un Warren. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'en général, les marques se plantent sur TikTok parce que justement, t'es en train de regarder des trucs vachement bruts et puis d'un coup, poum, tu tombes sur un truc filmé au drone, en 4K et je sais pas quoi. Mais ça, c'est next. Ça, personne ne regarde ça parce que d'un coup, ça dénote. Mais du coup, si on suit ce que tu viens de dire, ce serait pas si difficile que ça de lancer une pub sur TikTok ouais. si tu respectes les codes. Exactement. Si tu respectes les codes, c'est assez simple. Et d'ailleurs, faut pas. Moi, je me rappelle d'une des premières pubs qui a cartonné. Alors, pas sur TikTok, mais sur Snapchat. Mais c'est les mêmes codes. Hein. C'est des codes bruts, proches du consommateur. Je me rappelle, on avait mis dans un carton des sneakers avec une puff, donc cigarette électronique. On avait mis de la fumée dedans et on avait renversé le carton. C'était horrible. Je me rappelle, vraiment moche, au milieu de la chambre et tout ça. Ça a cartonné. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je faisais des publicités qui étaient très léchées, jolies, ça marchait pas. Donc, sur TikTok ou sur Snapchat. Là où sur Instagram, ça marche. Donc, tu te rends compte que, et même aujourd'hui, je peux prendre une pub qui cartonne sur TikTok, la mettre sur Instagram, ça va pas marcher. Donc il y a vraiment des codes. Mais alors tu doubles tes assets ? Et donc du coup tu doubles tes assets. T'as pas du tout les mêmes. Mais quand tu fais une vidéo, tu la tournes version TikTok et version Insta ? Si j'ai un produit à mettre en avant, je vais faire deux choses complètement différentes. Ouais. Ok. Et donc je te demandais aujourd'hui ta contribution. Donc juste ce bond en avant là. Et la contribution, aujourd'hui Google, ça représente 30% de ton chiffre d'affaires entre guillemets. Alors je parle en paid, hein, je vais pas parler de naturel. Paid, ouais. Ça représente 30% de ton chiffre d'affaires. Et puis après, c'est vraiment 20% TikTok, 20% Snap, 20% Meta. C'est ensemble. Et après on utilise du Criteo. Donc ça c'est pour tout ce qui est retargeting. 20% chacun ? Ouais, je dirais ça, 20% chacun. C'est environ ça, hein. Ça va dépendre aussi de ta publicité. Parfois, tu as des publicités qui marchent. T'arrives pas forcément à refaire la même chose le mois suivant quand celle-ci est useless. Non, mais c'est intéressant parce que tu arrives quand même à quelque chose d'assez... disons lissé sur l'année, 20% plus ou moins sur TikTok et ou Snap et ou Meta. C'est ça. Enfin, lissé sur l'année avec d'un mois à l'autre, j'imagine des assets ou des pubs qui marchent plus ou moins bien. C'est ça. Je me serais pas attendu à ça. Donc Snap encore aujourd'hui. Snap toujours. Snap c'est fort. Hein. C'est baissier, haussier. Nous on est régulier de toute façon. En termes de là où il y a 3 ans on était dans une croissance à augmenter les coûts, les budgets d'acquisition, à monter. Nous aujourd'hui on est plus dans une recherche de rentabilité, donc ça sert à rien de toujours monter si derrière t'es dans le négatif, c'est pas le but. Donc du coup nous on est très stable depuis 1 an. On est stable sur nos dépenses, on est stable sur nos ROAS, on est stable sur tous ces points-là. Ok. Pinterest ? On fait du Pinterest aussi, je l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'on fait du Pinterest. On a des plus petits budgets sur Pinterest. Déjà, on le fait en naturel. Je veux dire, Pinterest, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que c'est le mixte entre les deux. C'est-à-dire que sur Pinterest, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais c'est un peu un fourre-tout, dans le sens où tu peux mettre tes vidéos de TikTok, tu peux mettre ce que tu as fait sur Insta, tu le mets dedans, et de toute façon c'est une bibliothèque, les gens font des recherches. Ce qui est bien sur Pinterest, c'est qu'il y a beaucoup d'images, mais les gens oublient que sur Pinterest tu peux mettre de la vidéo. Et partant de ça, c'est aussi un conseil que je peux donner aujourd'hui, c'est
mettre de la vidéo sur Pinterest parce que quand tu es dans un feed, tu vois beaucoup d'images et forcément quand tu tombes sur une vidéo, elle te saute à l'œil. 9000 followers sur Pinterest pour Voilà, donc, 500 000 vues par mois, ce qui est... Voilà, très peu d'abonnés, mais beaucoup de vues et surtout beaucoup d'images on a mis. Donc tout ça, je reviens en fin 2020 quand tu te lances. Pour la partie réseaux sociaux en naturel, en organique, assez peu de paid à l'époque ou du paid quand même? Quand même du paid. Ouais. Quand même du paid. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais pu faire mieux, moins bien? Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Sachant que tu es passé de 30 000 à 400 000 en un mois et à quelques millions au bout de quelques mois. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu aurais pu faire mieux? Ou que tu n'aurais pas dû faire, disons, qui ont servi à rien. On va peut-être poser la question comme ça. Bah, pas dû faire. Parfois, il y a des choses où tu te dis... en fait, tu pars du principe que du coup, tout a fonctionné, donc tu essayes des choses en te disant que ça va fonctionner. Donc tu peux te dire, bon, bah, je sais pas, on va faire... c'est vrai que parfois, on reçoit des SMS de, je sais pas quoi, Galerie Lafayette, les jours, je sais pas quoi, ou Renault, les Renault Days, des choses comme ça. Donc tu pourrais te dire que, bon, bah, toi aussi, tu vas faire du SMS. Bah, ça, c'est des choses qui n'ont pas fonctionné. Par exemple, au coût d'un SMS à 15 centimes environ, alors ça a baissé. Mais à cette époque, c'était 15 centimes. Tu fais ça fois une base de 100 000 personnes. Bon, finalement, ça te coûte cher pour le retour sur investissement. Ça, c'est ce genre de truc où... Et sur la partie réseaux sociaux spécifiquement, pour l'instant, avec non, le recul, sur la partie réseaux sociaux, fait ce qu'il fallait faire. J'ai fait ce qu'il fallait faire. On a fait ce qu'il fallait faire. On peut pas dire qu'on a... Voilà. Quand on passe de 0 à presque 30 millions de chiffre d'affaires en une année, je pense qu'on a fait... Ouais, c'est au mieux. Voilà. Il y a mieux, mais on a fait au mieux en tout cas. C'est un ovni. L'email et le SMS justement, on n'en a pas encore parlé, mais tu le fais dès le début? On le fait dès le début. T'as quelle base email quand t'arrives? Rien du tout. On a 5000 emails, donc vraiment peu, et on sait que c'est quelque chose qu'il faut développer. Alors, est-ce qu'il faut le développer? Ouais. Non, ça, mais c'est une vraie question. Pardon, excuse-moi, je t'interromps, mais je sais pas qui est ton personnage, je veux bien que tu me le dises, mais est-ce que je me risque, hein. Moi, je suis client de ce genre de plateforme, mais je suis un vieux, c'est juste pour me rappeler que je suis jeune ou y croire. Mais est-ce que le mec de 25, 28, il est encore il utilise son email? Eh bah oui, non mais nous c'est assez dingue aujourd'hui pour te dire, on a à peu près 850 000 emails. On fait presque 3 ou 4 newsletters par semaine, ce qui est énorme, et elle est ouverte à plus de 35%. Donc on a à peu près 250 000 personnes qui ouvrent la newsletter tous les 2-3 jours environ. Et la contribution au chiffre d'affaires? Et la contribution au chiffre d'affaires, elle est énorme puisque par newsletter, on fait environ presque 50 ventes par newsletter. 50 ventes, sachant que nous, notre panier moyen, c'est 250 €. Donc ça génère quand même beaucoup de ventes, et c'est de la vente entre guillemets gratuite. Donc nous, on est sur Klaviyo. Mais donc tu fais 10K de CA par newsletter, avec 2-3 newsletters par semaine. Bah même plus, c'est 10K par newsletter, ouais. Par newsletter. Mais donc ça te fait, moi je tombe à 2,6 millions à l'année. Ouais, et ça c'est minimum, c'est-à-dire que bah tu lances le jour des Black Friday ta newsletter. Bah là c'est énorme. Tu fais une promo là de 18h à minuit, tu fais une petite promo. Pam, c'est énorme. French Day, c'est énorme. Halloween, c'est énorme. Enfin voilà. Donc une nouveauté aussi, parce que c'est pour ça qu'on envoie autant de newsletters, c'est parce que bah t'as des nouveautés. Voilà. C'est ouf parce que ton ROS, alors c'est pas de l'adspend, mais c'est du travail, hein, ton RO, ton ROI, pardon, sur l'email, il est fou, quoi. Et ça, on le souligne assez souvent sur le panier, mais à ne surtout pas négliger. À ne surtout pas négliger. Et s'il y a un truc où je dois pointer du doigt sur l'email, c'est surtout le retargeting. Ça, franchement, c'est fou parce que pour avoir accompagné des dizaines de marques, c'est tout le temps oublié. Enfin, c'est très souvent oublié, pardon. Quand quelqu'un commence à acheter dans le process d'achat sur ton site, mais ne le finit pas, t'as son email. S'il a commencé vraiment et qu'il a mis nom, prénom, email, il a fait suivant. D'ailleurs, c'est pour ça que
checkout Shopify est scindé. Souvent, la question, elle est mais pourquoi c'est pas une page One page checkout tout simplement parce que sinon, l'information, elle est pas enregistrée. Donc, le fait de mettre les informations personnelles suivant et après, tu choisis ta livraison suivant et après, tu payes, c'est qu'au moins, t'as l'email. Alors que si tu mets la livraison avant, si ta livraison elle est payante, ça crée une frustration. Le mec il voit 9,90€, il peut se dire c'est un peu trop cher. Next. Donc tu as récolté son email et là il faut absolument faire un flow de retargeting mailing. 2 heures après, hello, ta basket est toujours dans le panier. Bon, tu fais ta sauce, hein, ça dépend de ta cible, ça dépend de ton ton, etc. S'il n'a pas acheté au bout de 24 heures, hop, tu le retargetes encore. Hello, là, pourquoi pas peut-être lui offrir un petit cadeau. N'oublie pas, tu as le droit à 10€ de réduction sur ta première commande. Donc, tu le mets pas tout de suite parce que ça se trouve, le mec est à 2 doigts d'acheter, donc ça sert à rien de lui donner 10% de réduction alors que le mec est chaud, en fait. Il attendait juste de rentrer chez lui. Donc, c'est pour ça aussi, ne perdez pas trop d'argent à donner des codes de réduction. Ça, c'est un truc qui est intéressant, mais... enfin, ça se teste. Ça se teste, mais sachez un truc, c'est que quelqu'un qui est chaud et qui veut la basket, il aura peut-être pas forcément besoin de ce code de réduction. Il va l'utiliser, mais il avait peut-être pas besoin de l'utiliser. Donc c'est un peu bête de te le balancer comme ça à la figure. Mieux vaut attendre, le retargeter, et en fait il faut garder, c'est le joker. Donc retargeter, faites un flow, et si au bout de 24 heures, 48 heures, il n'a pas acheté, bon là, le tout pour le tout, on lui offre 10% de réduction, c'est peut-être ça qui va le faire changer d'avis. Donc testez le moment auquel vous donnez une réduc, et surtout la durée au moment... exactement, et ça c'est des trucs que tu peux A/B tester avec Klaviyo par exemple. Quand tu fais ces flows, il faut faire de l'A/B testing, de l'A/B test de titres de sujets de newsletter, de l'A/B test de timing, vraiment ça c'est à tester. Mais ça, c'est gratuit. C'est-à-dire que d'envoyer un mail, quand je dis c'est gratuit, c'est qu'un Klaviyo, quand t'as moins de 100 000 personnes, c'est limite offert, quoi. Donc, testez-le. Et ça, c'est oublié. Et ça génère énormément d'argent. Tu peux aller récupérer 20-30% de paniers abandonnés juste avec un mail. Je te pose une question qu'on n'a pas préparée, mais je disais, grâce à l'email, tu fais 2,5 millions par an. Combien tu dépenses sur Google, TikTok et Meta pour faire 2,5 millions de CA? En tout, j'ai on avait un ROAS qui était proche de 14, qui est énorme sur notre première année. Il est énorme. Après, voilà, les paniers sont énormes. On n'a pas beaucoup de concurrence dessus. Mais ça fait 200K de dépenses pour faire 2,5 millions de CA, quoi. C'est un peu près ça. Voilà, c'est à peu près ça. Donc il faut se dire que on a dépensé entre 2 et 3 millions d'euros sur la première année pour générer ces presque 30 millions de chiffre d'affaires. En tout, toute plateforme confondue. En tout, toute plateforme confondue. Donc un x10. Donc même plus de x10. Ouais. Tu m'as dit entre 2 et 3. Oui, pour faire 30 millions, donc un peu plus que x10. Ouais. T'as le référencement naturel qui, lui, te coûte pas d'argent, entre guillemets. T'as ton TikTok qui est naturel, ton Instagram qui est naturel. Et ça te coûte 0€, entre guillemets. Ok. Et si on dit que t'as, je sais pas, 5 000 €, allez, 10 000 € d'abonnement Klaviyo pour envoyer tes newsletters. Oui, aujourd'hui, pour te dire, parce que la facture... Non, mais plus un full-time, un peu câblé, qui coûte 40K par an, donc 60 chargés, allez, 70 avec overhead. Ça te ferait... ça te fait 100 000, donc ça te fait un ROAS de 20, quoi. C'est ça, exactement. Non, mais c'est pas de la semaine, mais voilà. Après, ROI, voilà, c'est un mail, donc c'est-à-dire que ce mail-là, avant, il a eu une histoire. Il n'est pas arrivé dans ta base par hasard, donc forcément, il y a eu peut-être de l'acquisition avant et tout ça. C'est pour ça que c'est toujours à prendre avec des pincettes les ROAS de newsletter et tout ça, parce que c'est quand même la finalité de peut-être un gros travail en amont. T'as combien d'adresses email, tu m'as dit? 700 000, un peu plus de 700 000. Donc voilà. Et aujourd'hui, 700 000, ça nous coûte sur Klaviyo, je sais puisque j'ai eu la facture il y a quelques jours, mais c'est 6 000 € un Klaviyo pour 700 000 emails. Hyper intéressant.
Et ça, c'est très intéressant. Et après, donc au-delà de faire de l'acquisition sur toutes ces plateformes-là, il y a un truc qu'on a mis en place très rapidement. Et en fait, alors ça, on a de la chance parce que notre produit, il est sexy. La sneaker, c'est sexy. En plus, c'est édition limitée, donc c'est pas, tu peux pas la retrouver à chaque coin de rue si tu t'y connais pas. Et donc en fait, là où on a été très bon, et là c'est Adrien qui a été très bon, donc cofondateur aussi, c'est sur cette partie influenceur, célébrité et voilà, star. C'est qu'en fait tout de suite on a ouvert une boutique privée, donc place Valois, si ça parle Emily in Paris, c'est là où c'est la petite place de son bureau, donc toute la journée ça défile, et ici on a ouvert une boutique privée, donc de façade, il n'y a pas écrit KikiKix, hein, et cette boutique elle est destinée aux célébrités. Et en fait, on les faisait venir dedans, voilà, vraiment expérience privée, avec aussi du merch, voilà. Et ça nous a ramené énormément de célébrités gratuitement, si ce n'est en échange de pairs en soi. Enfin, comment ça, gratuitement? Bah, gratuitement parce que c'est le réseau et tu te dis bah tu peux faire venir Inox, Michou, GMK, des c'est le réseau de Helsinki de Casa del Papel, Booba. Mais attends, juste c'est le réseau de qui, de quoi? Bah, c'est le réseau de Adrien par exemple qui lui s'occupe de ça, de la partie influence, notoriété sur ça, et c'est le bouche à oreille quoi. Ça va assez vite, et quand t'as un produit d'exception, bah t'arrives à avoir des gens d'exception quoi. Et ça nous a rapporté énormément de. Mais il l'avait avant. Disons, Baptiste par exemple était chez Paris Society juste avant, donc ça peut aider pour le côté réseau, mais non. Oui, il a des lunettes. Alors, pardon, je suis sur la vidéo de Helsinki, sur le Twitter sur le X, comme on dit maintenant, sur le X de KikiKix avec Helsinki. Il s'appelle Darko Peri Actor. Il est des petites lunettes, il fait beaucoup moins dur que dans. Non, il est super gentil. En fait, lui il est fan de sneakers, donc c'est pour ça qu'il est venu. Donc on l'a même interviewé sur sa sneakers. On a tout de suite créé un format qui s'appelle le cop ou drop. Et en fait, c'est tu montres à la célébrité une paire et tu lui dis bah cop ou drop. Donc cop c'est je la prends, drop c'est je la passe. Et donc on monte comme ça dans le showroom la paire. Et donc ça sur TikTok, on en a fait des centaines de cop ou drop. Et donc ça nous a fait de la visibilité. Bah, tu commences à amener les stars, tu commences à apporter aussi les TikTokers, les Instagrammeurs, les influenceurs. Et ça, c'est de la notoriété qui est gratuite parce qu'on les a pas payés, ils sont là. Et après, tu commences à faire voilà, un petit volume de... Les unfair advantage que... jusqu'à présent, on peut à peu près refaire avec plus ou moins de chance, parce qu'on oublie souvent l'importance de la chance, mais tout ce que tu as fait. Mais l'unfair advantage, c'est quand même le réseau de Kylian au début, pour la sneakers. Pour la sneakers. Et du coup, le réseau un peu VIP de Baptiste. Hein, Adrien et Baptiste, bon, peu importe. Voilà. Donc ça se travaille. Mais c'est un unfair advantage par rapport à d'autres, quoi. C'est ça se travaille, mais je pense que c'est à la portée de tout le monde, parce qu'en fait, tu te rends compte que quand tu veux quelque chose et qui impacte le réseau, tu te rends compte que c'est très rapide en fait de se dire en fait je comprends l'importance d'aller boire un café avec quelqu'un, je comprends l'importance de faire du réseautage un peu sur LinkedIn, et en fait ça peut aller très très vite parce qu'en fait tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, et puis t'arrives à la fin sur Elon Musk si tu veux. On a parlé d'X, donc c'est pour ça mais voilà, mais on a eu des Noah Schnapp qui est l'acteur principal de Stranger Things, voilà, on a dit Helsinki de Casa del Papel, donc c'est vraiment, ça part à l'international, quoi. Je fais des calculs, ok, comme ça rapidement, mais je me dis que j'imagine que dans ton industrie, on doit faire entre 15 et 30% de marge sur un produit, admettons 30. C'est ça. Je me pose des questions, hein. Donc tu fais 30 millions de CA, tu enlèves les 30%, tu tombes à 24 millions environ. 23. Tu m'as dit tout à l'heure que tu as dépensé la première année entre 2 et 3 millions. Les coûts ont explosé, vous avez peut-être aussi été... Enfin, explosé, ils ont augmenté, mais vous avez
peut-être quand même été vigilant, mais admettons qu'on soit là-dessus. Vous avez été une cinquantaine ? On est monté à 50, ouais. Vous êtes monté à 50, ok. Ça coûte cher d'ouvrir une boutique privée et d'y faire venir du monde. Ça coûte cher. Moins cher qu'un pas de porte, clairement. Mais... C'est ça, parce que du coup, nous, ce qui est bien, c'est que c'est un bureau en soi. Donc, c'est nos premiers bureaux un peu mythiques qu'on a voulu prendre ici. Après, on a pris des entrepôts à Villeneuve-la-Garenne pour la partie logistique, puisque je me rappelle quand on faisait 1200 commandes par jour, on bloquait la rue. Alors, on avait de la chance, il y a une petite rue très peu passante, et on mettait un plot en début de rue pour fermer la rue. Parce que DHL mettait... ça pouvait prendre 3 heures pour paquer le camion. Donc, et ça tous les jours. Et parfois 2 fois par jour, notamment pendant les grosses périodes de Black Friday, Noël. Et donc ça, c'était plus possible, hein, bien sûr. Et puis d'entendre les bruits de scotch toute la journée dans les bureaux, c'était impensable. Donc après, on est passé. Mais oui, ça coûte cher. Surtout Place Valois, c'est mythique, c'est le premier arrondissement, c'est juste à côté du Louvre, c'est central. Donc oui, ça coûte cher. Je le situais pas, mais j'ai regardé, c'est juste derrière la place... juste derrière le Palais Royal, quoi. C'est ça, à côté des colonnes de Buren. Et donc, oui, ça coûte cher. De toute façon, bon, moi, c'est avec du recul. Si j'ai bien appris un truc, c'est que de toute façon, les gens ont souvent peur du fameux retour sur investissement. Ils voient que le coût, mais pas le bénéfice, les gains. Et donc, quand on dit à quelqu'un, dépense, il faudrait que tu mettes ne serait-ce que 100 euros par jour en acquisition. Ah, mais du coup, ça va me faire 3 000 euros par mois. Oui, mais non, en fait. Si t'es bon, ça va te générer 30 000 euros de chiffre d'affaires. Si t'es bon, tu fais un ROAS de 10. Et donc, en fait, c'est que du bénéfice, en fait. Pour toi, t'es gagnant. Alors, à moins que tu sois nul dans ton produit et dans tes prix. Et ça, c'est une erreur de base, quoi. Si tu fais mal tes marges, si tu les calcules mal. Ça, c'est pas le problème de l'acquisition en soi. Mais si tu marges, t'es censé pouvoir faire de l'acquisition. Et ça, les gens ont peur. C'est vrai que les gens ont assez peur, c'est de se lancer en fait sur ça et de voir, j'ai dépensé ce mois-ci 3 000 euros et j'ai pas eu de retour sur investissement. Tu l'as peut-être mal fait, c'est pour ça que c'est un métier, c'est pour ça qu'il y a des agences, c'est pour ça que tu as des experts et qu'on s'invente pas traffic manager ou SEA manager ou je sais pas comment on l'appelle, mais voilà, l'acquisition c'est un métier et quand c'est bien fait c'est censé te rapporter de l'argent et ça les gens ont peur. Je t'ai pas interrompu sur cette longue tirade parce qu'elle me va très très bien. Il y a certainement plein d'expressions, mais moi une qu'on m'a très rapidement dite quand pour mes premières boîtes à l'époque, je vivais aux États-Unis, c'est you gotta spend money to make money. Il faut dépenser pour gagner. Il y a pas beaucoup de secrets. Si, il y a des secrets. Et d'ailleurs, on les découvre dans le panier. Donc, abonnez-vous si vous découvrez cet épisode aujourd'hui pour ne pas rater les prochains. Mais il faut investir. Il faut pas avoir peur d'investir et il faut investir là où ça compte. Et il y a un autre enseignement qui est dans cet épisode qui me plaît beaucoup. Moi, je suis une agence conseil. Donc je donne des conseils. Parfois on les écoute, parfois on les écoute pas. Mais un de mes conseils, c'est de mettre ton effort et ton investissement là où ça compte. Et je pense que un bel enseignement, c'est que t'as mis une semaine à faire un Shopify sans te prendre la tête. T'as pris un thème existant, t'as juste plugé les produits, tu les as rentrés à la main et t'as mis ton effort sur de l'acquise très rapidement, même avant. Pour tester, même avant, ça c'est bien. Faites une landing, lancez une campagne méta pour voir si les mots-clés ou en tout cas faire chauffer la machine. Mais ça sert à rien de dépenser 1 an de temps et d'efforts et du coup le budget associé sur un site. Parfois, il faut juste avancer vite et mettre l'effort là où ça compte, c'est-à-dire dans l'acquisition, dans la marque, dans le branding et pas dans la machine, quoi. Ouais, non mais exactement. Et les gens, ils veulent toujours le produit parfait avant de lancer quelque chose. Mais on en revient sur le côté startup, les MVP, tout ça. Mais ça sert à rien de passer 6 mois, 1 an sur un produit fini. Alors que tu aurais pu lancer en effet une petite landing page, ça se trouve avec juste un email et en fait ton produit il est même pas sorti et déjà rien que ça c'est énorme en fait. Mais les gens ont peur aussi parce que les gens ont peur d'être déçus, de lancer quelque chose et que ça marche pas. Ouais, mais là faut aller voir un psy là. Non mais c'est vrai que dans l'entrepreneuriat on rencontre souvent ça, tu peux te lancer mais non tu te dis non mais si j'ai pas cette brique là ça va pas marcher. Il faut pas le site, je veux dire un pauvre site Shopify
Je dis un pauvre site Shopify parce que pour dire que t'es pas obligé de faire le plus beau site du monde pour faire des millions, ça c'est certain. Tu l'as fait en quelques jours et il a tenu 1 an. La dernière version, elle a coûté combien de temps et combien de coûts? Et la dernière version, on a pris une agence. Donc là, on a fait vraiment du sur-mesure, Shopify. Et ça nous a coûté 40 000 euros TTC environ. Ouais. Mais là, c'était vraiment du sur-mesure avec beaucoup notamment pour le SEO, Shopify à l'époque était pas ce qui était de mieux, notamment dans les URL et tout ça. Donc là, on a vraiment créé quelque chose qui se faisait pas à l'époque pour être le plus fort en SEO. Et ça a demandé beaucoup de ressources tech. Tu l'as fait il y a combien de temps? C'était il y a 2 ans maintenant. Et il va durer encore combien de temps? Et il va durer encore, hein. Franchement, ça. C'est pas cher, hein, ce que tu m'as dit. Non, c'est pas cher, c'est pas très cher et pourtant c'est une très bonne agence. Enfin, c'est une petite agence et c'est encore une fois, t'es pas obligé d'avoir un site à 500 000 pour faire des millions. Ça c'est souvent les gens c'est pour se trouver des excuses ou trouver un problème, mais le problème il peut être du site, hein. C'est sûr, si ton site il met 15 secondes à charger, oui, bah c'est le site le problème, mais si tu vends des chaussettes à 200 euros, t'as beau avoir le site le plus beau du monde, tu les vendras pas tes chaussettes. Donc être compétitif, si tu vends les mêmes produits que les autres, c'est la règle de base. Ta notoriété, ce que tu dégages, les gens se rattachent aussi beaucoup à une marque, à une entité. Donc ça, c'est quelque chose qui se travaille. Le site internet, c'est le final. Surtout qu'aujourd'hui, c'est très mobile first. Donc en fait, sur mobile, j'ai envie de te dire que tous les sites se ressemblent. Donc Shopify, au pire, tu prends un thème premium à 200 euros et t'as un site dernier cri, parfait pour faire des millions. Quels sont les outils dont tu peux pas te passer aujourd'hui? Les outils dont je peux pas me passer, déjà mes outils d'acquisition, hein, Meta, Snap, TikTok, tout ça. Sinon, les outils en tant que tels, Klaviyo, hein, c'est mon outil pour générer mes mails, ça c'est certain, pour faire mes flows automatiques, donc notamment c'est ce qu'on disait, les paniers abandonnés. Ça, je ne peux pas m'en passer. Les outils, j'ai très récemment mis un outil qui s'appelle Join, et d'ailleurs big up à Jonathan. Lui fait en fait des petites web stories sur ton site internet, donc c'est pour pouvoir mettre des stories, donc ça permet de glisser des vidéos un peu sur tes fiches produits. Ça, on l'a mis en place il y a quelques mois, et ouais, on a vu une différence sur le taux de conversion. Donc ça, c'est des petits outils qui sont pas mal du tout. On n'a pas 10 000 outils sur Kikikix. Donc je peux me passer de un truc dont je peux pas me passer, on dirait pas que c'est les outils, mais c'est plus aussi tes collaborateurs, en fait, tes employés. Oh, c'est beau. Non, mais on en revient sur le point de départ et je pense que là, tous les gens qui ont une entreprise à peu près grosse ou qui ont un peu d'années d'expérience, tu te rends compte que l'humain, le recrutement, parfois c'est limite le problème de ta boîte. C'est comment tu vas recruter les bons, comment tu vas les garder. Tu veux développer une branche, mais tu n'y arrives pas parce que tu n'as pas l'humain. Comment tu veux te séparer des mauvais? Comment tu veux te séparer des mauvais? Ça, c'est autre chose. Mais ouais, mais honnêtement, c'est la partie la plus... en France, c'est vrai que ça peut être compliqué. C'est une question de coût. Mais je veux dire... psychologiquement, éthiquement, moralement, ça peut être un enjeu pour un fondateur. On a tous été confrontés, peut-être. Non, en fait, on n'a pas tous été confrontés justement, mais non, le courage de parfois faire des choix est pas évident, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le courage. Et puis maintenant, tu fais attention quand tu recrutes. Tu fais plus de tests. T'apprends de tes erreurs. Donc c'est quoi tes erreurs? Tu poses les bonnes questions dans le recrutement pour terminer sur ce. Les erreurs dans le recrutement. Alors, c'est pas forcément une erreur parce que on est arrivé aujourd'hui grâce aussi à ça. Au début, t'es une start-up, t'as pas forcément beaucoup de fonds, donc qui dit pas de fonds dit forcément recruter des stagiaires, des alternants, des premiers emplois. Donc forcément, c'est des gens qui sont pas forcément qui ont pas autant de compétences qu'un senior. Donc ça peut être des problèmes, puisqu'en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte qu'au bout d'un an ou deux, t'es 50 personnes de 23, 24 ans en moyenne.
bah, ça crée vite un club med. Ça peut vite être secret stories, c'est-à-dire que tu as vite des clans qui se forment, des problématiques. Toi, tu as d'autres choses à gérer que machin qui a dit à bidule. Ça crée des problèmes. Ça crée des vrais problèmes. Et c'est pas forcément bon pour l'ambiance générale et tout ça. Mais bon, globalement, en fait, t'as pas le choix. Si une boîte devait, dès le début, recruter que des gens de minimum 30 ans avec 10 années d'expérience, bah, on le ferait. Mais c'est pas le cas, on peut pas. Parce que bah, forcément, ça coûte minimum 5 000 € par mois de charge patronale. Minimum. Vraiment minimum. Donc, c'est pas possible, en fait. Donc... même si on est obligé de recruter des stagiaires, des alternants au premier emploi, essayer de recruter les plus matures possibles, ça c'est quelque chose de fondamental, je pense. Et tes victoires en recrutement ? Victoires en recrutement. À quoi tu les attribues, pardon, tu vois ? Bah, il y a des gens qui vraiment, tu te dis putain, je pourrais pas me séparer d'eux, c'est des perles rares, et c'est des gens qui ont réussi à s'adapter. Je pense que c'est ça, en start-up, il y a beaucoup de gens qui attendent, ils sont très exécutants et ils attendent une fiche de poste. J'ai eu l'autre jour un retour de quelqu'un qui m'a dit je suis mal à l'aise parce que j'ai pas vraiment de fiche de poste. Je lui dis mais t'attends quoi par fiche de poste ? Il me dit bah mes missions, vraiment mes missions quoi. Il me dit ouais. Enfin, dans un environnement comme le nôtre où il faut avoir des pros, des gens proactifs, des self-starters, ouais. à qui tu dois pas tenir la main pour qu'ils avancent, c'est bien de tenir la main. On est là pour apprendre aux alternants, aux stagiaires. Voilà. Quand on bouge des gars qui ont un peu d'expérience, il y a un mindset qui est très entrepreneurial, qui est tu trouveras, et on est sous-staffé, on est staffé comme il faut, mais je peux pas te prendre par la main quoi. Ça c'est une mentalité un peu grand groupe. J'ai besoin d'une validation, j'ai besoin qu'on me dise quoi faire, j'ai besoin qu'on me dise si ce que j'ai fait c'est bien ou si et je veux pas sortir de mon scope et mais ça je sais pas ça peut être de super profils mais pas forcément adapté. Pas forcément adapté pour les modèles très start-up, à moins que tu aies fait une très grosse levée de fonds et que vraiment chaque chose a sa place. En tout cas, là, c'est pas forcément le cas. Alors oui, comme tu le disais, c'est bon de le rappeler, mais un stagiaire, un alternant est là pour apprendre, donc c'est normal de le tenir par la main. Mais en effet, quelqu'un qui est plus deuxième emploi, troisième emploi, bah, t'as envie qu'il soit un peu plus dégourdi, entre guillemets, plus force de proposition, un peu plus autodidacte. Google est ton ami, comme me disait un de mes professeurs. Il disait toujours ça quand tu lui posais. Il a mon âge, non ? Parce que moi, c'est mon expression depuis 30 ans. Et non, ChatGPT est ton ami. Il doit avoir la soixantaine, mais il nous disait tout le temps ça. Tu lui posais une question, pourtant c'était ton professeur, et il disait toujours Google est ton ami. Et tu disais, mais t'as envie de lui dire, mais t'es mon ami, t'es mon prof, t'es là pour m'apprendre. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi il disait ça. Google est ton ami, Google est ton ami. Et c'est aussi ce qui peut faire la force aujourd'hui, par exemple, des piscines à l'école 42 ou des choses comme ça. C'est que au début, t'es livré à toi-même. Google est ton ami. Et ça, c'est quand même agréable, les gens qui viennent pas te poser la question toutes les 2 secondes. Excuse-moi, est-ce que tu sais comment on enregistre un fichier sur Photoshop ? En fait, est-ce que tu as tapé sur Google enregistrer un fichier sur Photoshop ? Ah bah non. Ça c'est vraiment pas agréable. Et ça, c'est pas mal d'avoir des gens qui sont autodidactes, qui cherchent par eux-mêmes avant de te poser la question. Voilà. Le coup de gueule. Charles, c'était passionnant, je te remercie infiniment pour ton temps. Je suis très heureux de t'avoir reçu. Je vais te faire une confidence et je vous la fais du coup, je te la fais en privé devant les quelques milliers de personnes qui nous écoutent. C'est pas des millions ? Tu m'avais dit des millions de personnes. Des millions. Je sais plus, on a fait sauter l'enregistrement. Je crois qu'on a calé 2 dates. Puis on a reporté. Et moi, dans ce genre de cas, ça me fait un peu chier quand la personne revient à moi et me dit oui, bon, ça y est, j'ai une dispo ou j'ai pu avancer. Alors, vous avez vos raisons. Et je suis devenu papa. Ben voilà, c'est ça, pardon. Déjà, ça, je le savais pas, donc félicitations. Mais j'ai pas fait traîner. Mais j'ai toujours ce truc en me disant, bon, il a reporté, bon, tant pis, tu sais quoi, on va là. J'ai pas reporté, et ben je suis très heureux d'avoir enregistré avec toi, enfin. Merci encore Alexandre, Alex Ali Pandati pour cette belle intro, et waouh, quel parcours. Je suis très impatient que tu reviennes dans un an pour un catch-up, me dire comment vous avez avancé. Vous êtes rentable ? Vous avez levé des fonds, hein. On a levé des fonds. On a fait une petite levée de fonds. Et aujourd'hui, le meilleur est à venir. Donc, ça serait bien de reparler de ça en 2024. Mais des très beaux projets. Voilà, encore un peu confidentiel, mais ça ne serait tardé au grand public. K-I-K-I
kickz.com et Charles Gauguelin, Gouguelin, sur LinkedIn si vous voulez poursuivre la conversation. Charles, merci. Merci beaucoup de m'avoir reçu, c'est un plaisir. Et le panier, vraiment, des super personnes qui passent à chaque fois. Donc franchement, ça s'écoute sans modération. Bah écoute, merci pour tes bons mots. Et chers auditrices, chers auditeurs, merci à vous tous pour votre fidélité. C'est un plaisir d'échanger avec vous quand je trouve le temps sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à m'écrire. Abonnez-vous à la newsletter du panier, lepanier.io. Écrivez-moi, c'est un plaisir de vous rencontrer aussi, alors au micro pour les entrepreneurs ou dans des événements comme le one-to-one là récemment. Ça fait chaud au cœur. Salut Charles, salut à toutes, salut Merci à tous, Laurent. à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.